Bonjour à tous, alors si vous voyez cette vidéo, c'est que le système que je vous ai proposé initialement ne fonctionne pas ou fonctionne imparfaitement. En effet, ma classe à la maison ça aurait été idéal pour créer de l'interactivité, cependant ça ne va pas être possible, sachant qu'il y a des soucis de micro, les soucis de connexion. Moi j'ai passé 2 jours là dessus, et ça ne fonctionne de manière imparfaite. Ce matin, certains sont venus, se sont connectés, on a essayé de nouveau, ça ne fonctionne pas. Là, on est jeudi au moment où je vous parle, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de faire autrement. On va essayer de travailler avec des petites capsules vidéo, là, comme ce que je vais enregistrer maintenant, et ce que vous allez voir sur YouTube. Des petites capsules vidéo, plus des vidéos avec des liens que je vous conseille vivement d'aller voir également sur YouTube, des exercices que je vous envoie par MBN, et donc on va essayer de tenir comme ça. Ça permet d'avoir un petit peu d'interactivité, malgré tout. Donc je peux répondre à vos questions soit sous la vidéo YouTube dans l'espace commentaire, soit via MBN. Et puis les exercices, je vais vous en donner pour lundi. Donc pour l'ensemble des classes, pour lundi, vous aurez des petits exercices à faire, des petites vidéos à regarder, des questions sur les vidéos, par exemple. Et puis on va essayer d'avancer comme ça. Bien, alors je vous demande, première chose, de prendre votre cahier. Alors, pourquoi prendre le cahier et écrire à la main aussi ce que je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer des textes, je vous conseille de les réécrire à la main dans le cahier, sachant que lorsque vous écrivez, et ça c'est scientifiquement prouvé, je ne peux pas vous avancer à aller voir sur internet, on retient mieux. Le numérique a de bonnes choses, c'est très bien parfois de pouvoir taper sur l'ordinateur, je ne le nie pas. Simplement, le fait d'écrire à la main vous permet de mieux mémoriser ce que vous écrivez. Donc je vous demande de continuer comme on fait en classe, le cahier pour le cours, le PC pour les exercices. Bien, alors on va reprendre, je repasse très rapidement sur l'introduction qu'on a vue en classe. On avait dit qu'en 1453, il y avait eu la prise de Constantinople par les Ottomans du sultan Mehmed II. Effectivement, cette prise de Constantinople marque une rupture, puisque les musulmans, à ce moment-là, sont aux portes de l'Europe, et ça va entraîner, vous le verrez après, aussi les grandes découvertes. Les grandes découvertes, entre guillemets, sont entraînées par la prise de Constantinople. La deuxième date qu'on avait vue, c'est 1492, avec la découverte du Nouveau Monde, effectivement, entre guillemets, par Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb qui accoste au large d'Hispaniola, donc c'est Haïti actuellement, en 1492. Donc ces deux dates marquent une rupture dans la vision qu'ont les Européens du monde. Et donc pour les historiens, ces deux dates permettent le basculement du Moyen-Âge vers l'époque moderne. Mais ça, vous l'avez écrit donc en introduction. Donc problématique. Comment la découverte du Nouveau Monde, entre guillemets, par les Européens après 1453 et 1492 transforme-t-elle l'Europe et le reste du monde? Et donc c'est ce à quoi nous allons répondre maintenant. Alors je reprends très rapidement le grand 1, grand A. Grand A, on avait commencé à évoquer le monde connu par les Européens au XVe siècle, donc le monde connu par les Européens avant les voyages de grandes découvertes. Et donc, on s'était arrêté, dans un premier temps, sur les écrits bibliques. Donc ça, je vous enverrai le texte à reprendre. On avait parlé des écrits bibliques, et donc on avait dit ceci. Par rapport aux écrits bibliques, le déluge, donc c'est là où il y a notamment l'arche de Noé. L'épisode du déluge dans la Bible va servir aux Européens pour penser le monde de l'époque. Ainsi, selon les Européens, Noé aurait séparé le monde entre ses 3 fils. Il aurait donné ainsi l'Asie à Sem, S-E-M, l'Europe à Japheth et l'Afrique à Cham. Ces 3 fils sont donc une partie du monde connu des Européens,
Donc les enfants de Noé ont chacun une part du monde connu des Européens. L'Asie pour Sem, l'Europe pour Japheth, l'Afrique pour Cham. Alors, cette vision des choses va donner naissance dès le 8e siècle à des cartes schématiques qu'on appelle des cartes Théo. Vous voyez ici le T dans le haut, le T qui sépare les 3 continents, Asie, Europe, Afrique, dans le haut qui symbolise la Terre. Et donc, les cartes Théo ont pour particularité d'être également très marquées, très empreintes de religion. En plus de l'influence donc de l'épisode du déluge, l'épisode biblique du déluge, dans la conception de ces cartes, avec la séparation en 3 du monde, on retrouve au milieu de la carte la ville de Jérusalem. Le petit point ici, c'est Jérusalem, la ville sainte. Donc encore une fois, référence à la religion, Jérusalem est au centre de la terre, au cœur du monde. Par ailleurs, vous avez l'Asie qui se trouve en haut. L'Asie se trouve en haut, alors j'avais évoqué par erreur avec certaines classes l'Asie et enfin l'Orient. J'avais évoqué l'Orient comme étant le paradis céleste. En fait, c'est le paradis terrestre. L'Orient est le paradis terrestre. Et donc, l'Orient se trouve systématiquement au nord de ces fameuses cartes Théo. Donc, l'Orient est placé en haut, Jérusalem au centre. Et le fait que l'Orient, donc paradis terrestre, soit placé en haut de la carte, ça a donné le mot orienté. Pensez, lorsque vous utilisez une boussole, généralement, l'aiguille, elle pointe toujours en direction du nord. Vous avez une aiguille qui pointe toujours le nord. L'idée est donc de se repérer par rapport au nord. Et donc le mot orienté, en fait, orienté vient du mot orient, parce que l'Orient était en haut de ces fameuses cartes Théo. Ça a dérivé de cela. Donc, on avait dit également que les descendants des fils de Noé avaient donné le nom des continents. Ainsi, vous avez Afer, A-F-E-R, qui a donné son nom à l'Afrique, la reine Asia, qui a donné son nom à l'Asie, et puis l'Europe, qui est composée des tribus, des diverses tribus des enfants de Japheth. Alors là, c'est effectivement la religion qui a un rôle très important pour l'époque. Simplement noter aussi une chose, à l'époque, ça je l'ai dit à certains, la Terre, elle est considérée comme ronde. Personne ne doutait que la Terre était ronde. Il y a eu Érastosthène, il y a eu Aristote, Ptolémée, Strabon, qui sont des géographes de l'époque antique, grecs ou romains, qui ont établi que cette Terre était bien ronde. Le seul doute qu'il y a à l'époque, c'est de savoir si la Terre tourne autour du Soleil, ou si c'est les planètes et le Soleil qui tournent autour de la Terre. Et ça va entraîner des débats qu'on reverra par la suite, mais à l'époque, beaucoup de gens pensent que la Terre est au centre de l'univers. Encore une fois, vous imaginez bien que c'est lié à des idées religieuses. C'est beaucoup plus aisé, d'un point de vue religieux, d'estimer que la Terre est au centre de l'univers, que de se dire que non, la Terre n'est pas au centre de l'univers, et donc que la Terre fait partie d'un ensemble plus grand, et n'est qu'une partie de cet ensemble plus grand. Donc, au-delà des écrits bibliques, vous avez, première chose, donc les écrits bibliques qui influencent les Européens. Deuxième chose, vous avez les textes des anciens. Les textes des anciens, et donc je reviens à Ptolémée, la géographie de Ptolémée, lui présente un globe dans l'Antiquité composé de 3 continents, donc Europe, Asie, Afrique, et cela perdure puisque en 1401 et en 1406, on va traduire les écrits de Ptolémée, la carte de Ptolémée est traduite, et puis au fur et à mesure, les cartes sont traduites au début du XVe siècle en latin, donc on se retrouve avec ce type de carte. La carte que vous voyez ici, vous remarquerez que l'Europe est plutôt bien cartographiée, on reconnaît les contours des États européens actuels, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, etc. On arrive à percevoir les différents États tels que nous les connaissons nous aujourd'hui. C'est plus compliqué en Asie, c'est vrai. Vous avez le Japon là qui est un petit peu grossi et puis qui se retrouve surtout non pas en tant qu'île, en tant qu'archipel, mais le Japon qui se retrouve sur le continent.
Et puis il faut noter aussi que l'Inde, la Chine, le Japon, enfin l'Asie, n'est simplement à l'époque qu'à l'autre bout de l'océan Atlantique, hein. L'océan Pacifique n'étant pas connu par les Européens. Puis enfin, ce qui est sans doute le plus bizarre ici, c'est l'Afrique. On reconnaît à peu près le nord de l'Afrique. On va dire qu'on a une vision à peu près claire du contour du nord de l'Afrique. En revanche, le sud de l'Afrique, vous voyez bien que là, on n'a absolument pas de connaissances sur les contours et on ne parvient pas, on ne sait pas, on ne peut pas à l'époque cartographier le continent africain. Du moins, il est mal cartographié. Donc retenez, première chose, les écrits bibliques, on l'a vu avant. Deuxième chose, les textes des anciens. Troisième élément, les voyages, les récits de voyageurs. Premier voyageur que je vous présente ici, Marco Polo. Vous connaissez sans doute Marco Polo, vous l'avez peut-être déjà vu au collège ou bien en primaire. Marco Polo, c'est un Vénitien, un marchand vénitien, un voyageur vénitien qui va servir en Chine à la cour de l'empereur mongol Kubilai Khan. Il passe une vingtaine d'années là-bas, en Asie, et puis il va faire rédiger un ouvrage qui s'appelle Le Devisement du monde. Dans cet ouvrage, il raconte de nombreuses choses, des choses réelles, des choses véritables, véridiques, et des choses beaucoup plus sujettes à caution. Par exemple, Marco Polo évoque l'existence de licornes. Bon, on sait que les licornes n'existent pas. Il évoque également l'existence de grands oiseaux qui soulèvent des éléphants. Évidemment, c'est également des récits imaginaires. Simplement, Marco Polo, il raconte ce qu'il voit et il raconte aussi ce qu'on lui raconte. Ce qui fait que dans ce qu'on lui raconte, il y a beaucoup de choses qui sont parfois un peu mythifiées. C'est aussi pour ça qu'on a parlé de Livre des Merveilles. Le Livre des Merveilles, il y a des choses sans doute étranges qui existent dans ce livre. Enfin, il y a des choses étranges effectivement dans le récit de Marco Polo qui font que ce sont des choses merveilleuses, mais non pas des choses réelles. Alors, il faut dire que Marco Polo n'a pas écrit ce livre lui-même, il a été aidé par un certain Rustichello de Pise, et cette personne écrivait notamment des romans à l'époque, des romans un peu mythologiques, et donc il est possible que Rustichello de Pise, en écrivant, ait pris quelques libertés et ait essayé de romancer le récit initial de Marco Polo. Donc Marco Polo, on va retrouver des choses très vraies, par exemple l'existence du Japon est avérée dans les récits de Marco Polo, le Japon qui s'appelle à l'époque Cipango. Mais on va, à côté de ça, retrouver des choses totalement imaginaires, telles l'existence des licornes. Alors il faut savoir que Marco Polo, l'ouvrage de Marco Polo, c'est le livre de chevet de Christophe Colomb lorsque ce dernier part, donc pour ce qu'il ne sait pas encore, part pour l'Amérique, même s'il ne le sait pas encore. Donc vous avez Marco Polo qui est lu par Christophe Colomb. Donc l'influence sur les Européens, plusieurs choses, récits bibliques, textes des anciens, voyages et récits de voyage. Autre élément, le Vinland. Le Vinland, ça fait écho à ce que certains me disaient aussi. Bon, Christophe Colomb, il a absolument rien découvert, puisque les Vikings étaient sur le continent américain bien avant. Effectivement, au Xe siècle, les Vikings ont probablement été sur le continent américain, et donc notamment au large de Terre-Neuve, on est au large des côtes canadiennes. Terre-Neuve aurait été découverte par les Vikings et leur chef Leif Erikson, et ils auraient établi un village à Lance au Meadows. Il faut savoir que c'est dans les années 60 que les vestiges d'un village nordique ont été retrouvés au nord de Terre-Neuve. Alors, je coupe 30 secondes. Hop. Alors voilà ce qui a été découvert donc, au large de Terre-Neuve, Lance aux Meadows. On se retrouve avec ce genre de paysage. C'est ce qui a été découvert dans les années 60. Donc on est au Canada, Terre-Neuve.
sûr, évidemment. Terre-Neuve, hop, vous voyez. C'est ici. Vous voyez, hein. Hop, si on dézoome, Terre-Neuve. Donc voilà, il y aurait sans doute eu une présence viking à l'époque à cet endroit. Donc voilà. Donc Terre-Neuve, hein, la présence donc de vikings dès le Xe siècle. Donc ça, on en a trace. Alors à l'époque, ça a été oublié par les Européens que les vikings avaient mis les pieds là-bas, sachant que la tradition viking était davantage orale, donc pas d'écrit, permettant de relater la présence viking sur le continent américain. Mais du coup, ça participe aussi, pour certaines populations européennes, de mythes. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont découvert Vinland? On sait que c'est Vinland, mais où est Vinland? Personne ne le sait. En fait, on a su par après que c'était probablement au large du Canada. Alors, les cartes du monde à l'époque, vous avez la carte d'Al-Idrissi. Al-Idrissi, on l'avait vu lorsqu'on avait parlé donc des croisades et puis des relations entre musulmans et chrétiens. C'est un géographe musulman qui travaille à la cour du roi de Sicile qui est chrétien. Et donc Al-Idrissi, lui, réalise une map monde. Alors là, on la voit, hein. On a l'Europe ici, l'Asie et l'Afrique. On arrive à avoir une carte du monde au XIIIe siècle. Et puis enfin, dernière chose, hop, le planisphère d'Henricus Martellus en 1489-1490. On commence ici à avoir des choses bien plus précises, on va voir pourquoi. Hein. J'avais dit que les Portugais naviguent et descendent plus au sud en Afrique. On commence à voir un continent africain qui se dessine très clairement. L'Europe est toujours plus ou moins bien dessinée. Et l'Asie, on a toujours ce même problème avec le Japon. Et puis, ne pas oublier qu'il n'y a toujours pas d'océan Pacifique pour les Européens, puisque les Européens ne découvrent l'océan Pacifique qu'en 1500. Donc pas avant. Alors, le planisphère d'Henricus Martellus, c'est un peu la même chose. Hein. Vous avez, si vous regardez bien, des petits panneaux avec des écritures. On vous explique des choses, en fait, hein, sur les différentes populations. Dans ce planisphère, il y a aussi des choses plus ou moins mythifiées. Hein. Par exemple, on vous parle de peuples des Panotis. Alors les Panotis, P-A-N-O-T-I-I, je crois, les Panotis. Et on vous raconte que ce sont des personnes avec des oreilles si grandes qu'elles peuvent se coucher dedans. Donc là, on imagine bien, vous avez les grandes oreilles, et la personne se couche dans son oreille. Hein. Bien sûr, le peuple des Panotis, c'est également un mythe de l'époque, mais vous voyez, comme quoi les Européens, leur vision au XVe siècle du monde, elle est faite de récits de voyageurs, elle est faite de textes anciens et de géographie antique, et elle est faite de mythes. Hein. Mythes religieux, ou alors croyances en des peuples qui, bien évidemment, n'existent pas. Alors c'est ici que je vais vous donner un premier petit exercice. Je vais vous demander de travailler un peu sur le système monde au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a un système monde qui existe. Les Européens ne sont pas au cœur de ce système monde. Alors, vous avez un texte, donc je vais le lire une fois. Et puis ce texte, je vais vous demander de travailler dessus. Alors, la première question, il va falloir lire le texte et souligner ou surligner en 3 couleurs différentes les dates, les lieux et les territoires clés. Et puis, répondre aux questions des cases du tableau. Je vous demande déjà de mettre les réponses. Le point carte, je pense qu'on le fera ensemble. Enfin, du moins, je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire en termes de cartographie, sachant qu'on n'a pas fait de cartographie en classe cette année pour l'instant. Vous allez simplement répondre aux questions. Par exemple, je vais vous lire le texte, et puis vous ferez ça, je vous enverrai l'activité via mon bureau numérique. Donc je vous lis le texte de Philippe Beaujard. Un monde dominé par l'Europe et l'Amérique du Nord, cela n'est que récent dans la longue histoire de l'humanité. Au XVe siècle, le système monde a son cœur en Asie, où se concentrent les grandes puissances économiques et politiques dominantes. De l'Empire des Ming en Chine au royaume indien en passant par l'émirat timouride jusqu'à l'Empire ottoman, 3 axes de communication structurent les échanges. Les routes terrestres de la soie et des épices,
les voies maritimes traversant dans un sens et dans l'autre l'océan Indien, entre l'Asie orientale et les côtes de la Corne de l'Afrique. Malacca, port situé entre la péninsule malaise et l'île indonésienne de Sumatra, est alors le premier port de commerce mondial. Tous ces centres économiques et politiques organisent leur territoire depuis de grandes cités peuplées de plus de 200 000 habitants. Pékin, Istanbul, Vijayanagar, le Caire. Cités cosmopolites et actives, elles communiquent entre elles et organisent ce que les historiens appellent l'ancien système monde. L'Europe, quant à elle, est en marge de ce cœur actif. Son activité est centrée sur la mer Méditerranée et le long de la côte atlantique de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée. Peu sont les Européens à traverser des territoires situés en dehors de ces deux espaces. Deux grands empires sont inconnus à ce moment-là des Européens. L'empire aztèque, centré autour de Tenochtitlan, en Amérique centrale, et l'empire inca, organisé autour de Cusco, dans la partie occidentale de l'Amérique du Sud. Cet ancien système monde mute profondément au XVIe-XVIIe siècle, suite à l'expansion européenne. Cette dernière est l'une des bases du nouveau système monde qui se met en place lors de ces 2 siècles. Et donc voilà les questions. Quels sont les centres de l'ancien système monde? Donc essayez de mettre tout ce que vous pouvez trouver. Quels sont les centres de l'ancien système monde? On peut mettre plusieurs types d'échelles, à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Quels sont les réseaux de communication de l'ancien système monde? Donc quelles sont les routes utilisées? Question 3, dans quelle situation se trouve l'Europe par rapport à cet ancien système monde? Est-ce que c'est le centre? Est-ce que c'est la périphérie? Question 4, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'Amérique? Qu'est-ce qui est connu ou qu'est-ce qui n'est pas connu? Et puis me dire également ce qu'il se passe entre les 16e et 17e siècles. Je vous demande vraiment de répondre à ces 2 questions, donc là pour lundi. Première chose, premier exercice, ce ne sera pas le seul, répondre à ces 2 questions. Et donc, au-delà des questions, vous avez une carte en dessous. Vous voyez. Donc, cette carte-là, on va la compléter ensemble. Donc, je vous demanderai les puissances économiquement dominantes. On va les cartographier d'une certaine façon. Les grands empires inconnus, etc. Les grandes villes, les accords commerciaux. Et puis après, on passera sur les différentes découvertes. Donc, cette carte-là, on va la faire ensemble. Alors, je vous montrerai dans la vidéo de lundi comment la faire. Et puis vous, je vous invite à préparer vos crayons de couleur lundi, puisqu'on va la compléter ensemble lundi. D'accord? Donc vous avez, première partie, l'exercice à faire pour lundi. Deuxième partie, la carte. Mais la carte, vous la verrez dans la vidéo, on la complétera ensemble. Bien, donc dans le cahier, vous collez la feuille d'avant, celle que je vous ai montrée juste avant. Et après avoir collé la feuille, vous écrirez le grand B. De toute manière, je vous enverrai le document. Donc, encore une fois, vous recopiez les éléments du grand A qui n'ont pas été copiés. On s'est arrêté pour la plupart d'entre vous donc aux écrits bibliques. Il restera les 2 parties suivantes. Vous collez la feuille d'activité. Vous répondez aux questions. Vous ne complétez pas la carte pour l'instant, mais vous la collez quand même. Et cette carte, nous la compléterons ensemble lundi. Et vous notez le B et le 1. Donc les motivations des grandes découvertes. Pourquoi les Européens sont-ils partis en voyage de grandes découvertes, toujours entre guillemets? Et le petit 1, première explication, les tensions religieuses. Alors, ces tensions religieuses, donc, on les perçoit dans 2 espaces différents. Premier espace, rappelez-vous ce qu'on avait vu lorsqu'on a évoqué les tensions religieuses médiévales entre chrétiens et musulmans. On les perçoit dans ce qui est la péninsule ibérique actuelle, donc l'Espagne et le Portugal actuel. Dans la péninsule ibérique, donc, vous aviez ce qu'on appelait Al-Andalus. Al-Andalus, c'est l'Espagne et le Portugal sous domination musulmane.
Cette domination musulmane, on avait dit que peu à peu elle s'effritait. Rappelez-vous, on avait évoqué les royaumes de Taïfas, avec les petits États musulmans divisés, archi-divisés, qui vont se faire avaler par les États chrétiens plus importants, plus imposants, et puis les tensions entre musulmans, qui vont permettre également aux chrétiens de progressivement reprendre la péninsule ibérique. Vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est le monde musulman, alors qu'en 790, vous avez un monde musulman qui est placé sur les trois quarts de la péninsule ibérique. Vous voyez, en 1300, on a quasiment plus que l'extrême sud de la péninsule qui est sous domination musulmane, avec ce qu'on appelle le royaume de Grenade. Et donc c'est cette prise de Grenade en 1492 qui achève ce qu'on appelle la Reconquista, la reconquête de l'Espagne musulmane, de l'Espagne et du Portugal, musulmans, par les chrétiens. La péninsule ibérique est reprise par les chrétiens, et c'est ce qui va permettre au roi, vous voyez ici on parle de possession castillane et aragonaise, les deux grands rois espagnols de l'époque, le roi d'Aragon et la reine de Castille, qui vont s'allier par mariage, ça leur permet d'envoyer notamment Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. Donc la Reconquista. Le deuxième point ici, ce que vous avez sur la droite de l'écran, c'est la prise de Constantinople et l'avancée des Turcs ottomans, des Turcs ottomans vers l'Europe et vers le monde chrétien. Et la chute définitive de l'Empire byzantin. Rappelez-vous l'Empire byzantin qu'on avait vu dans le chapitre précédent là également, l'Empire byzantin qui était extrêmement fragilisé depuis plus de 100 ans, puisqu'il n'y avait quasiment plus que Constantinople à la fin qui tenait. L'Empire byzantin chute de manière définitive avec la prise par les Ottomans de Constantinople. Alors, par rapport à tout ça, je vous invite à faire une chose, c'est à aller voir la vidéo, je vous donne un lien, question d'histoire, comment les Ottomans ont-ils pris Constantinople? Alors peut-être pas regarder les 14 minutes, enfin si vous pouvez regarder les 14 minutes c'est toujours intéressant, vous verrez les éléments sur le siège de Constantinople. Moi le siège de Constantinople, l'histoire militaire en tant que telle m'intéresse peu, et je n'ai rien à dire de particulier dessus. Simplement je vous invite à regarder un petit peu pourquoi les Ottomans ont décidé de prendre Constantinople, tout simplement. Alors il y a plusieurs choses, Mehmed II lorsqu'il arrive au pouvoir, il a besoin de légitimer son pouvoir, il a envie de faire de Constantinople sa capitale, et puis on peut dire que les Byzantins vont demander aux Ottomans une pension, ils vont demander de l'argent, ce qui va mal passer chez les Ottomans, et ça va donner un prétexte aux Ottomans pour attaquer et mettre à sac la ville de Constantinople et faire chuter l'Empire byzantin de manière définitive. Et puis, personne ne va vraiment défendre les Byzantins, vous le verrez dans la vidéo. Personne ne va vraiment les défendre, puisque chacun est occupé, tous les chrétiens sont occupés à autre chose. Vous avez par exemple la guerre de 100 ans pour la France, vous avez la Reconquista pour l'Espagne, on l'a dit avant. Et donc personne ne va venir aider l'Empire byzantin, y compris les Vénitiens et les Génois, puisque ont des intérêts commerciaux importants avec les Turcs. Donc pour assurer leur commerce, ils ne vont pas trop s'attaquer aux Turcs. Donc le 29 mai 1453, c'est la chute définitive de Constantinople. Tandis qu'en Occident, la Reconquista, elle s'achève le 2 janvier 1492. 2 janvier 1492, prise de Grenade. C'est la Reconquista qui s'achève. Et donc, à l'opposé, 29 mai 1453, c'est la prise de Constantinople. Et donc la chute de l'Empire byzantin, prise de Constantinople par les Ottomans. Alors la seule chose que je vous demande par rapport à ce petit b, c'est bien sûr de recopier ce qu'il y a en dessous de petit 1, le texte qui évoque donc la prise de Constantinople et la Reconquista, ce qui matérialise donc les tensions religieuses. Et je vous invite vivement à aller voir la vidéo de questions d'histoire sur YouTube. Je vous mets le lien sur MBN, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc
allez la voir, il y en a pour 15 minutes. Si vous avez des questions sur la vidéo, en revanche, de questions d'histoire, n'hésitez pas à me les poser également. Hein. Peu importe, même si c'est sur le siège. Hein. Je ne suis pas spécialiste du siège de Constantinople, mais si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, bien évidemment. Une fois que vous avez copié ce qu'il y a donc sur la feuille de cours, je vous demande de noter le petit 2. Hein. Pourquoi, grâce à quoi, les grandes découvertes, entre guillemets, ont-elles eu lieu? Pourquoi et grâce à quoi les grandes découvertes ont-elles lieu? Oui, ont-elles lieu, ça marche. Pourquoi et grâce à quoi les grandes découvertes ont-elles lieu? Excusez-moi. Donc vous recopiez ce titre. Et donc, on arrive sur une nouvelle activité. Nouvelle activité, hop, ici. Donc cette activité, je vous demande de lire le texte. Il n'est pas long, hein. Lire ce texte, hein, donc en 3 parties, et de me compléter ce qui est là. Pourquoi les Européens ont décidé de faire ces grandes découvertes, hein. Donc il y a plusieurs raisons. Donc il y en a au moins 3. Hein. Au moins 3 si ce n'est plus. Hein. Bon, là vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Et donc dans chaque paragraphe, vous avez les éléments. Par exemple, si je regarde ici le texte, la première raison était que l'infant Dom Henrique, donc l'infant Dom Henrique du Portugal, hein, désirait savoir quelle terre il y avait en dessous des îles Canaries, car jusqu'à cette époque, personne ne savait quelle terre il y avait. Et ben, pourquoi? Voilà, c'était de compléter ce qui est là. Le goût de, et là, scientifique. Qu'est-ce que ça peut être comme mot ici à mettre par rapport à ce premier paragraphe, etc., etc. Donc par rapport à la suite. Hein, je vous le repasse. Hop, hop. Donc voilà, vous avez le texte complet sur le diaporama ici, et puis, donc, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je vous demande pas la réponse tout de suite, je vous demande de faire la recherche. Donc simplement, les îles Canaries, hein, c'est ici, puisqu'ils n'avaient pas connaissance de ce qu'il y avait au sud. Hein. Encore une fois, je vous ai dit que l'Afrique était... va être mieux cartographiée une fois que les Portugais auront fait leur voyage. Et donc, l'héritier du trône du Portugal incite les navigateurs à faire ces voyages pour mieux cartographier et mieux connaître ce qu'il y a en Afrique du Sud. Deuxième élément, hein. La deuxième raison fut l'idée que si en ces terres se trouvaient des ports où l'on aborderait sans danger, on pourrait en rapporter au royaume beaucoup de marchandises bon marché. Donc, quelle est la raison ici qui pousse les Européens à découvrir de nouvelles terres? C'est assez évident. Pourquoi ils veulent de nouvelles terres? Parce que il y a ces raisons-là. Et enfin, la troisième raison, voilà, la troisième raison fut celle-ci. Ils désiraient savoir si en ces régions-là il y avait quelques princes chrétiens assez forts pour l'aider contre les ennemis de la foi. Je vous laisserai imaginer et deviner qui sont les ennemis de la foi ici. Pour les chrétiens, encore une fois. Et la quatrième raison fut son grand désir d'augmenter la sainte foi de notre Seigneur Jésus-Christ et d'amener à elle toutes les âmes désireuses d'être sauvées. C'est assez clair, la troisième raison elle est assez limpide, et donc troisième raison avec 2 éléments à placer. Okay, 2 éléments à placer, hein, il faut trouver des alliés contre qui, et il faut étendre quoi. Je vous laisse compléter ça pour lundi. Et donc, dans un second temps, hein, quels sont les moyens qui ont permis les grandes découvertes? Voilà. Alors, vous avez 4 mots, caravelle, astrolabe, portulan, boussole. Vous me les replacez ici. Donc, par exemple, caravelle, c'est le numéro 1. Si vous pensez que la caravelle, ce sont les premières cartes marines réalisées par les Portugais, vous mettez le 1 ici. Si vous pensez que c'est une invention chinoise qui indique la direction du nord, vous mettez le 1 ici, etc., etc. Et pareil, vous me remettez le 1 de caravelle, soit là, soit là, soit là, ou soit là. Vous avez le choix. À vous de voir à quoi ça fait référence. Donc ce sont les moyens qui ont permis les grandes découvertes. Moi lundi, je vous propose de voir un peu en détail ce qu'on peut en dire. Donc je vous laisse faire ça, et on corrigera également lundi. Hein. Donc c'est la deuxième activité qu'il y a à faire pour lundi. Lundi, ce qui se passera, c'est qu'on rentrera davantage en détail dans les différents textes. Moi, je vais vous mettre des vidéos
Je vous mets là pour compléter ce cours, puisque là on va s'arrêter, enfin je vais pas parler davantage, j'ai déjà parlé beaucoup, ça fait long, je pense que si vous écoutez tout d'une traite c'est assez long. Donc pour lundi je vous demande de faire cette activité là, ainsi que celle-ci, le tableau plus l'activité ici. Hop, les deux activités à compléter. Donc ces deux activités là à faire pour lundi. En ce qui concerne les vidéos, je vous invite à regarder donc ma vidéo évidemment, pour avoir les instructions et puis pour poser les questions en dessous, ainsi que la vidéo donc sur la prise de Constantinople, donc question d'histoire, je vous mets le lien et sur MBN et en dessous de la vidéo. Et puis je vous mets également deux vidéos sur Marco Polo, deux petites vidéos à regarder si vous en avez l'envie, pour voir un peu qui était Marco Polo, sachant que ça on ne l'aurait pas forcément fait en classe, mais ça peut toujours servir. Voilà pour ce qui est à faire pour lundi. Lundi, j'enverrai la vidéo assez rapidement. Vous aurez un travail sur Christophe Colomb. Je finis de préparer ça. Je vous mettrai les minutages et je vous demanderai de regarder la vidéo, le film, les extraits de films sur YouTube. 1492, donc la découverte du Nouveau Monde, hein, donc avec Gérard Depardieu. Donc la découverte de l'Amérique par Colomb et ses hommes. Et donc ça permettra de faire le petit C, hein, où il sera question notamment de cette découverte de l'Amérique. Et puis on parlera également lundi des autres découvertes, vous verrez, je vous mettrai une carte, ce qui sera assez longue. Et on continuera donc à compléter la carte ensemble. Donc je vous propose de faire ça déjà pour lundi. Si vous avez des questions, si vous avez fait ça très rapidement et que vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me demander. Et puis voilà, moi je vous retrouve lundi pour un cours qui sera un peu plus complexe. Là c'était simplement pas mal de directives. Et donc on se retrouve lundi. Voilà, sur ce, bon courage à vous. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis on se retrouve très vite.